Bonjour, je m'appelle Freddy, je vous présentais les animations en React Native, principalement avec l'Animated API. Sur Twitter et sur Meetup, j'ai mis un petit lien pour l'exemple de fin. Si vous avez Expo, vous pouvez commencer à la tester sur votre téléphone, parce que du coup, vu que les animations au scroll, c'est plus sympa d'avoir l'exemple dans sa poche que sur un screenshot, sur l'application. Donc voilà. Donc les animations Animated, bon, ça c'est exemple deux apps que j'ai en prod cette année, une pour mon client Accor actuellement, et l'autre c'est celle mon projet Manga Collect. Donc vous voyez le type d'animation qu'on fait sur le header, le parallaxe et le bounce, c'est ce qu'on va faire à la toute fin, avec le petit exemple qu'il y a sur le lien Expo. Alors, qui fait du React Native? Qui en a déjà fait un petit peu? Ok, pas beaucoup. Qui a fait des animations avec React Native? À peu près les mêmes, ça va. Alors, pour ceux qui font pas de React Native mais qui font quand même du React, alors juste le CSS, enfin le CSS, à quoi ça ressemble en React Native? Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de cascade. Il y a l'API StyleSheet pour créer les stylesheets et ça ressemble, en gros c'est du CSS in JS. En fait c'est même pire que ça, c'est du style inline. Vraiment, c'est juste du style inline. Dans style, on peut passer un tableau et plusieurs propriétés. C'est comme si on faisait un object aside. En fait, elles mergent les unes dans les autres, quoi. Donc, ce sera utile pour les exemples après. Donc, Animated API, c'est une API qui est déclarative, mais qui va nous permettre de faire à la fois les animations non interactives et interactives. Et le but, ça va être vraiment pourquoi cette API elle est comme ça, c'est parce que du coup, on va déclarer de manière statique comment marche notre animation, même celle qui marche avec les interactions, pour pouvoir tout envoyer côté natif. Parce que le point souvent de performance en React Native, c'est le bridge, c'est la communication entre le natif et le JavaScript. Et le problème, c'est que si on dit que c'est le code JavaScript qui doit calculer où sont les éléments à 60 fois par seconde, faire le passage du bridge à 60 fois par seconde entre le natif et le JavaScript, beaucoup de mal. Donc on va commencer le petit exemple avec les animations non interactives, en gros celles qu'on pourrait faire en CSS, histoire de se retrouver à quoi ressembleraient les CSS animations avec cette API. Donc au début, très simple, je clique et elle translate, le cube translate. À quoi ça ressemblait? On va utiliser... Pouvez-vous remettre le lien parce qu'il ne marche plus? Ok, je le ferai après parce que là pendant c'est compliqué. Le timing, du coup, on l'importe depuis donc Animated, donc on l'importe depuis React Native, avoir plusieurs fonctions qu'on va utiliser à l'intérieur. On peut du coup créer une value, donc une animated value où on va stocker la valeur. Pas besoin de l'attacher au state du component parce que de toute façon ça va se mettre à jour sans remettre à jour le state, et justement le but est d'éviter de faire les renders de React parce qu'on ne veut pas que ça marche dans JavaScript. Et les éléments à qui on passe, du coup, par exemple, je passerai cette value au translate x du transform. Alors aussi, ouais, la notation transform avec des tableaux aussi. Sinon, ça marche de la même manière. C'est juste que l'ordre est important pour les transforms. Et ce qui est important aussi, c'est que le view, en fait, il faut aller chercher dans animated.view. Pour qu'il accepte des animated values, il faut aussi qu'il soit animated.view. Sinon, si vous donnez à view autre chose qu'un number pour le translate, il va pas aimer. Donc là c'est quand je clique justement sur le bouton, je vais lancer l'animation, donc Animated Timing, on lui donne quelle valeur on va animer, on va lui dire jusqu'à quelle valeur tu as, donc au début je l'ai déclaré à 0, je lui dis va à 600, en gros 600 pixels, avec des gros guillemets, hein, et d'une durée d'une seconde, et du coup on l'envoie start. Donc c'est ce qui va faire l'animation, donc avec ça on peut, vous voyez à peu près à quoi ressemble une animation classique qu'on ferait en CSS. Donc à peu près tous les composants ils sont déjà attachés dans Animated, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez les créer avec Create Animated Component. Donc ça c'est pas trop un souci. Et là je vais vous montrer que le timing pour cet exemple, mais il y en a d'autres, il y a le Spring qui est notamment assez intéressant pour faire des animations basées sur la physique, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les exemples, le but c'est pas de faire un talk uniquement sur la doc. Deuxième exemple, donc je vais faire cette animation et l'autre va se faire en même temps sur l'opacité. Donc pour ça j'ai parallèle. Je vais créer deux animated values, les deux qui vont être à 0. Et donc du coup, il y en a un, je passe le transform, l'autre je passe l'opacité tout simplement. Et les deux timings, je peux les englober à l'intérieur du parallèle. Parallèle, c'est prendre un tableau et je vous donne autant d'animations à faire et il va les faire, du coup, quand je start celui en parallèle, il va les faire en même temps. On voit que l'animation, l'autre, elle se lance un peu plus tard juste parce qu'il y a un peu de delay. Et en même temps, on peut voir aussi qu'on peut passer des fonctions de easing pour les animations. On peut faire en parallèle, mais on peut faire aussi en séquence. On a une animation, puis l'autre. Ça se fait vraiment de la même manière avec séquence. Bon, les deux values, etc., on les repasse, blablabla.
Et séquence, du coup, c'est pareil, on va passer un tableau, sauf que du coup, l'ordre va être important parce qu'on va les passer les unes après les autres. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on peut combiner. Là, on va faire l'animation deux en même temps en parallèle, puis l'opacité en séquence à la fin, en utilisant trois valeurs, en utilisant parallèle séquence. Donc j'aurai le translate de la box 1 qui part de 0, le translate de la box 2 qui part de 600, et l'opacité à 1, parce que du coup les deux box sont visibles au début. Je passe toutes ces valeurs au premier box, l'opacité la transforme, je passe la valeur 1 et valeur 2. Donc les deux box, je les anime avec le même valeur d'opacité, donc on peut faire ça aussi, je ne suis pas obligé de déclarer des choses différentes. Et du coup là, on peut combiner les deux, donc je vais faire un séquence qui en premier a le parallèle du coup sur les deux translates, et à une fois qu'il a fini cette animation, il va faire le timing sur l'opacité. Donc c'est pour ça qu'on a les deux qui translate, puis qui attendent pour faire le timing. Donc voilà, on peut combiner déjà ça pour faire pas mal d'animations. Il y a aussi le delay, le loop, etc. Il y a plein d'autres choses. Il y a même des fonctions mathématiques, il y a le add, subtract, divide, etc. pour faire d'autres choses. Ça ne sert pas si souvent, mais ça peut servir des fois pour composer toutes les animations. Petit aparté, pour la performance, il faut utiliser l'option Use Native Driver, mettre à trou. Et par contre, du coup, quand on fait ça, on peut utiliser que transform et opacité. C'est marrant, comme dans le web. Pour être performant, il faut vraiment faire transform opacité. Et faut pas s'amuser à animer la hauteur, genre de choses, les marges, etc. En plus, de toute façon, sur Android, vous le verrez tout de suite, ce sera super lent si vous n'utilisez pas ça. Mais du coup, ça pose la contrainte. Donc comment ça s'utilise? Vous le mettez juste là, dans tous les exemples, c'est pour ça que je les ai fait avec transform opacité, parce que de toute façon, Use Native Driver, il faut l'utiliser. C'est quasiment obligatoire. Alors, là, pour l'instant, j'ai fait des exemples où je mets plusieurs values et je les anime les unes par rapport aux autres. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut considérer aussi qu'il y a une seule animation et qu'elle va changer différentes valeurs. Donc par exemple, là, je clique ici, elle va faire à la fois un rotate et un translate, et j'ai une autre cube qui va faire de l'opacité et du scale. En utilisant une seule valeur. Ma animated value que je vais mettre 0 au début. Et ce que je vais faire comme animation, je vais faire une séquence qui va de du coup toValue à 100 et après à 0. Donc il va aller de 0 à 100 et de 100 à 0. Pourquoi 100? Je l'ai décidé vraiment de manière arbitraire, c'est pour dire en gros 0% et 100% de l'animation, un peu comme on ferait en CSS. Donc va à 100% de ton animation, puis à 0. Et par exemple, là c'est une séquence, il faudrait mettre par exemple toute cette séquence dans une loop et ça ferait une animation infinie par exemple. Mais là je le fais qu'une fois. Et donc comment je vais faire pour faire mes translates? Donc là c'est le premier translate, je vais faire des interpolations. En gros c'est une manière de faire les produits en croix, tout simplement. Donc je lui demande un input range. Donc nous, en animation de 0 à 100, donc en input range, je vais lui donner 0, 100. Et je lui dis en output, quand tu es 0, en gros tu seras à 100. Quand tu seras à 100, tu seras à 200 pixels. Enfin 200 à la valeur, tout simplement, après je le passerai en translate. Et c'est ce qui fait du coup que l'animation se déplace, le cube se déplace de 300 et qui revient. 300 pixels. Et en même temps, le rotate, ça va marcher avec les degrés, les radiantes, etc. Je ne sais pas si ça marche vraiment avec toutes les strings, mais en tout cas avec les degrés et radiantes ça marche. Pour le sortir en string. En input range, du coup 0, et du coup 0 degré, 180, vous comprenez, et il fait toutes les valeurs intermédiaires. Alors pour le scale à côté, vous voyez que le scale et l'opacité n'ont pas tout à fait la même vitesse. À un moment, l'opacité dure qu'au début du cube noir, et après un moment où le scale est plus lent, et d'un coup il est un peu plus rapide. Parce que du coup on peut mettre des valeurs intermédiaires dans ce tableau. Donc sur le scale par exemple, je lui dis que entre 0 et 80% de l'animation, % avec des gros guillemets, hein, l'output range, du coup, ça va passer de 0,5 à 1 en scale, et de 80 à 100, il va passer de 1 à 1,5. Donc c'est pour ça que du coup, il va aller plus vite à ce moment-là. Et pour l'opacité, on lui dit, tu passes de 0 à 50% de l'animation, en fait, en output, tu vas avoir de 0 à 1. Donc en fait, quand on est de 50 à 100, il ne bouge pas. Mais pour ça, il a fallu que je mette extrapolate, je lui dis clamp. C'est-à-dire que par défaut, du coup, ne va pas plus loin que les valeurs de l'output. Donc il n'ira pas au-delà de 1, parce que pour l'opacité, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 2. C'est à peu près l'équivalent de noter ce que j'ai mis en commentaire à droite, faire 0, 50, 100 et 0, 1, 1. On pourrait faire ça pour du coup que ça reste stable sur 1. Mais du coup, il y a extrapolate qu'on peut utiliser. Donc voilà par exemple, et du coup les interpolates, je les donne de la même manière à mes éléments, comme si c'était une value. Mais là du coup ça va être des animated nodes, et des interpolates, etc. Donc le translate et le rotate, et lui je lui passe l'opacité et le transform scale. Donc, autre représentation de l'interpolation, parce que je vais le réutiliser après pour l'exemple, c'est important. Donc input range 0, 100, et je sors en output 100, 200, ça fait créer cette droite. Donc
quand vous utilisez après en input, c'est du coup ce qui est en X, il va du coup automatiquement trouver la bonne valeur, et par défaut l'extrapolate est à extend. Donc c'est-à-dire que quand vous allez au-delà de 100, en fait du coup c'est ce que j'ai mis en pointillé en haut et en bas, ça va aller au-delà. Dans notre exemple ici, on maîtrise du coup la value où on sait qu'on va de 0 à 100, mais vous allez comprendre qu'après, la valeur, on va la récupérer ailleurs. Et du coup, l'autre paramètre qui est le clamp, c'est du coup pour dire va pas au-delà de 100 et de 200. Donc vraiment ici, du coup vous voyez en pointillé, on n'irait pas au-delà même si la valeur est autre, donc vraiment on le bloque. Et on peut s'amuser à faire des exemples un peu plus compliqués. Du coup l'input range, je vois que du coup je mets autant de points que je veux, 80, il dira 40 en output, le 0 c'est le 0 donc il va rester ici, le 100 il est à 20 donc on voit que c'est pas la même valeur, donc c'est ce qui permet aussi de faire des animations qui peuvent changer au milieu. Et on peut dire à gauche, tu vas extendre, donc la droite va se faire par rapport aux deux derniers points à gauche, pour étendre, donc pour dire si c'est en dessous, en input de 80, si c'est à moins 100, bah, du coup tu vas automatiquement trouver la bonne valeur aussi. Mais à droite, je lui ai mis à clamp, c'est-à-dire que je ne veux pas que tu ailles en output en dessous de moins 20. Je veux vraiment que même si en input je lui donne 200, ce ne sera pas en dessous de moins 20. Ce sera toujours moins 20. Donc on peut s'amuser avec tous ces éléments à refaire quasiment tout. Et là où ça va devenir intéressant, c'est que du coup, on va l'utiliser pour les animations interactives. Donc je vais faire les animations sur le scroll, donc ça c'est l'exemple qui est sur le snap qui ne marche plus, le lien, etc. Donc un header, au scroll, le titre va avoir sa propre animation, le background aussi, on voit qu'il y a un petit effet parallaxe, il ne se déplace pas à la même vitesse, à un moment il se bloque aussi, etc. Et ce qui est intéressant sur l'iPhone, c'est qu'on a le bounce, donc en fait on a un scroll négatif, et du coup quand il va revenir, on voit qu'il va grossir, et du coup l'image va avoir un scale. Et, par contre pas sur le titre, mais le titre va quand même rester au milieu et centré. Donc en fait là on va animer 5 éléments, parce qu'en même temps il y a aussi l'overlay, le fond est un peu noir, et il disparaît quand on est avec le titre il est en haut. En version web ça donne ça. Du coup on voit que hop, le header il est pas plus aussi noir, parce que du coup il y a quelque chose qui est en une petite opacité. Alors, je vais créer des constantes qui en fait vont mettre la hauteur de mes éléments. Le header, en gros, en fait, faut comprendre un peu. Là, vous voyez un peu la scroll bar à droite, elle va jusqu'ici. En fait, en gros, le header, c'est la partie qui est en haut. Ce serait le vrai header une fois qu'il est fermé. Et le héros, ce que j'appelais le héros, c'est le fake header qui est qui est au-dessus, dans le haut de la scroll view, quoi. Ce serait cette partie-là, le héros et le header. Et du coup, le total, c'est l'un plus l'autre quand il est ouvert. Et ça, du coup, hop, le header, c'est juste ça. Et c'est ce que le héros disparaît. On va utiliser les constantes, du coup, dans les animations, et dans le CSS, on va du coup donner les hauteurs des fonctions. Donc le scroll value, je la déclare au début comme une animated value quelconque, mais je ne vais pas du coup déclarer de timing ou quoi que ce soit pour la mettre à jour. Du coup, c'est pareil, je vais utiliser scroll view de animated, et c'est dans le on scroll que je vais lui donner l'animated event et ensuite la déclaration de l'objet qui récupérait la valeur. Si je mettais une fonction on scroll, je récupérais en fait event.nativeEvent.contentOffset.y et je la mettrais par exemple dans mon state et j'utilisais cette valeur. Là du coup c'est pas une fonction, c'est une déclaration statique de ça, c'est animated event qui va s'en charger et du coup je décris l'objet nativeEvent.contentOffsetY et ici je mets mon animated value. Et en faisant ça, ça va automatiquement du coup mettre la valeur à jour quand on va scroller. Ensuite sur le scroll, il faut mettre scroll event total à 16 en gros pour faire le 60 frames par seconde. C'est un peu bizarre comme API mais j'ai pas le temps d'en parler plus. Et du coup pareil, on va faire des interpolations par rapport à cette valeur. Donc on va créer l'interpolation du scale du background sur le scroll value y interpolate. Alors en input, la hauteur totale le 0, donc le scale ça nous intéresse que quand on fait le scroll négatif, donc vous le verrez pas sur Android. C'est que quand on scroll de plus, je veux que l'image elle s'agrandit. Donc en gros, quand le scroll il est autant de ta hauteur, en fait le scale il est à 2, vu qu'il est 2 fois plus grand. Et donc du coup c'est pour ça que du coup, le scale sera à 2 quand le scroll il est moins, je sais plus combien c'était, 120 pixels. Non, c'était total, du coup ça fait moins 200 pixels. À droite on veut qu'il clampe, c'est-à-dire on veut pas qu'il soit plus petit que 1, le scale, et à gauche on veut qu'il s'extende, c'est-à-dire si tu scrolles plus, et tu fais automatiquement le scale comme il faut. C'est pour ça que même si vous scrollez à fond, ça va marcher. Alors le petit souci qu'il y a en React Native, c'est qu'il n'y a pas le transform origin.
je peux pas mettre le transform origin à 0, 0 ou 100%, etc. Il est forcément au milieu. Et le problème de mon animation de scale, c'est qu'il est au milieu, c'est que du coup, il va faire comme ça. Et moi, je veux qu'il fasse comme ça. Donc en fait, je suis obligé de lui dire de faire un translate de la moitié de la hauteur par rapport à la hauteur pour qu'il se remette en dessous en même temps qu'il se scale. Pour faire cette animation que... Oups. Que l'image, vous voyez que en fait, le point d'origine, il est en haut, il n'est pas au milieu. Donc du coup, je la déplace en même temps vers le bas. C'est ce qui permet du coup, là par rapport au 0, à gauche, donc ça se verra que sur iPhone, et ensuite, ce qui est à droite du translate Y, du coup par rapport au scroll normal, cette fois positif, tu fais le moins divisé par 3, donc c'est pour ça que l'image va se déplacer 3 fois plus lentement que le scroll, quand on est dans l'autre sens. Le scale sur le title, par défaut, du coup, quand on scroll pas, en fait, du coup, je lui dis qu'en fait, elle est 2 fois plus gros. En fait, ça, c'est pas sa vraie taille dans le layout, c'est ça. Et moi, je lui dis, du coup, quand le scroll est à 0, en fait, t'es 2 fois plus gros que ta vraie taille. Et jusqu'à qu'on scroll de la bonne hauteur, et du coup, je clampe, donc je veux pas que tu sois ni 2 fois trop gros, ni inférieur de ton scale, de ta taille d'origine, ce qui permet, du coup, que quand on scrollait beaucoup, décidément. Quand on scrollait beaucoup, jamais le titre n'allait grandir plus que 2. Là, du coup, c'est le translate sur le title. Bon, je fais des trucs, etc., pour qu'il soit à peu près par rapport à sa place. Mais je pense que vous avez compris. Et là, c'est simplement, du coup, l'opacité, le petit fond gris, le petit fond noir transparent, qui du coup est RGBA 00 à 03. Du coup, je peux directement passer l'opacité de 0 à 1 quand j'ai envie, en fait. Du coup. Donc c'est comme ça qu'on crée. Et après, du coup, ces interpolates, vous les donnez à tous vos éléments. Le transform, du coup, c'est celui qui va englober l'image, donc l'image à l'intérieur va se transformer comme il faut. L'overlay, du coup, il va y avoir l'opacité overlay, et le transform sur le header, du coup, ça c'est du coup un animated text, donc c'est lui qui va récupérer tout ce qu'il faut pour le texte. Donc c'est comme ça qu'on fait ces animations, vous voyez partout dans les applications natives, juste sur le scroll, et qui va être très performant. Autre petite chose, j'ai pas beaucoup de temps d'évoquer parce que je crois que je suis un peu à la fin de mon temps. Il y a une autre API qui s'appelle la Layout Animation qui permet de faire ce genre de truc. Donc en fait, en gros, là, j'ai déclaré aucune animation. Je lui ai dit, on l'appelle en one shot avant un changement de state. Par exemple, là, moi, dans mon application, je me mets mettons en mode edit, et voici le layout de if à l'intérieur du render. Et du coup, il fait automatiquement la comparaison entre le premier layout et le dernier layout. Donc en gros, c'est je sais pas exactement l'implément comment elle est faite, mais je pense que c'est comme la méthode flip en web, mais en natif, qui est gratuite, qui est déjà pour ça. Donc vous pouvez pas du tout contrôler. Hein. C'est-à-dire que si quelque chose apparaît, il va apparaître automatiquement à la place où il est déjà en fondu, et vous pouvez rien contrôler pour faire différemment, mais pour des cas comme ça peut sauver la vie, enfin plutôt que tout faire, mais c'est assez intéressant comme API, elle est un peu bizarre, parce que on déclare le truc, et après on fait le set state, et puis c'est magique. Mais on a le contrôle de rien. Interaction Manager, c'est important pour la performance, c'est-à-dire que vous pouvez savoir, vous avez un code, vous faites pas mal un traitement un peu lourd, qui ne se fasse pas pendant l'animation. Donc vous avez un callback pour dire run after interaction. Moi par exemple, dans React Navigation, s'il y avait une animation, essayez de retarder le render, pour pas faire un render pendant qu'on anime à la vue. Quoi. Parce que sinon vous allez laguer votre animation au milieu. Un autre chose qui est dans l'animated, c'est le diff clamp. C'est un seul use case, c'est de faire cet effet-là. C'est le header qui va s'en aller et qui va revenir, mais qu'importe où on soit dans le scroll. Parce que du coup, je veux que ce soit un diff relatif par rapport à où tu es. Parce que si tu scrolles de moins 50 pixels, c'est par rapport à là où tu es. Je veux pas que tu reviennes tout en haut pour que le header revienne. C'est un use case qui est assez avancé, en plus il sert qu'un seul truc, et qui est dans la lib, et qui est bizarre, parce qu'il y a plein d'autres petits use cases au milieu qui sont pas gérés, et en plus elle a quelques défauts, et c'est pour ça qu'en fait, attendez, je vais parler autre chose, et pas de respondeur, c'est pour faire tout ce qui est gesture, mais en gros, si vous voulez faire vraiment des gestures aujourd'hui, utilisez plutôt l'API, la librairie React Native Gesture Handler, c'est un ancien contributeur, où il est encore je pense à React Native, c'est lui-même qui avait implémenté Use Native Driver, donc les trucs de performance, au moins dans la version Android, je suis sûr. Donc il a fait une lib pour tout ce qui fait gesture, donc si vous voulez faire vraiment des gestures, il faut utiliser cette lib plutôt que le pan responder.
Et il a fait une autre API en fait qui s'appelle React Native Reanimated, qui oui, Reanimated, qui du coup redéfinit toutes les primitives. Il y a quelques fonctions mathématiques dans Animated comme add, subtract, etc. Mais là, vous pourrez plutôt faire presque de la prog impérative dans une façon déclarative. Vous pouvez faire des conditions, des if, else, etc. de cette manière. Donc il se dit, avec ces primitives, on pourra refaire normalement tout ce qu'on peut déjà faire avec Animated. On peut recréer, en fait, du coup, par des primitives plus bas niveau, on peut recréer des loops, des délais, genre de choses, etc. Mais je l'ai un peu testé, elle est assez compliquée à utiliser pour remplacer des petits cas simples comme juste je fais un infinite entre l'opacité, etc. Donc je vous la conseille vraiment que si vraiment vous êtes dans des cas plus avancés en utilisant déjà React Native Gesture Handler. Mais le but c'est vraiment d'éviter par exemple le diff clamp que je vous ai montré avant, bah, du coup en fait il a sa correspondance dans le code natif. Et le but c'est que si vous voulez rajouter une nouvelle fonction, il faut coder la fonction, la partie Objective-C ou Swift, etc., la partie iOS et la partie Android, en fait, pour que ça fonctionne. Là, le but, c'est de recréer d'autres primitives plus bas niveau, mais plus avoir à toucher normalement au code natif. Mais c'est encore en cours. Pour ça que je fais quand même talk sur Animated plutôt que Reanimated, parce que elle est quand même plus compliquée, il y a une notion d'horloge à gérer, etc. Elle n'est pas évidente. Voilà, j'ai fini après mon talk, voici les références, regardez surtout la doc, de toute façon animation, Animated API, le blog post sur les Native Driver, ils sont déjà super pour vraiment aller voir plus loin. Il y a pas mal de talks à regarder, et du coup la Christophe Maguera, c'est lui qui fait Gesture Handler, etc. Donc il y a plein de talks super aussi à regarder. Et voilà. Merci. Des questions? Comment est-ce que tu fais tes versions web de tes animations React Native? Et bah, du coup, j'utilise React Native Web. Et du coup, bah, il y a l'API Layout Animation, etc. avec les views, Animated View. En fait, le code que vous voyez dans le repo GitHub, il marche directement. Ouais. Ouais, j'ai une question. On peut pas faire de ease in, ease out comme en CSS? Si, il y a les fonctions de easing. Tu l'importes depuis React Native, tu as easing, et depuis à l'intérieur, tu as in-out, et tu lui fais ce que tu veux. Si. Je l'ai montré qu'à un seul endroit, vite fait, donc c'est peut-être pour ça que tu as zappé, parce que je voulais pas non plus vous donner toutes les méthodes de easing, je pense que vous les trouvez en allant sur la doc officielle hyper facilement. C'est pour ça que je me suis concentré sur les interpolations, même si je sais que c'était un peu compliqué d'expliquer comme il faut, mais en gros c'est un produit en croix, c'est tout. Du coup, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un one more en fait. À savoir que tu utilises React Native Web, mais pour ceux qui ne peuvent pas utiliser React Native Web, qui n'ont pas cette chance, il y a un fork d'Animated qui est dispo uniquement pour le web. Et il y a une librairie qui s'appelle React Spring qui inclut également un fork d'Animated qui fait ça avec divers composants en fait. L'API est un petit peu différente, par contre toutes les fonctionnalités sont là. Oui, c'est juste que j'ai fait moins de web dernièrement. Oui, de toute façon, dès que tu as le droit de faire du React Native Web, tu fais du React Native Web. C'est bon. J'essaie de remettre le lien du coup pour que vous tester l'animation, etc. par rapport aux input range là maintenant. Merci.